rapidement pour essayer de planter le décor, mais y compris poser des questions, on va dire, un peu compliquées à résoudre et qui ne se résolvent en tout cas pas simplement. Puisque je pense qu'on est à peu près ici dans la salle des gens qui sont convaincus par l'urgence climatique, convaincus de la nécessité d'opérer une transition assez forte et complète de nos modes de production et de consommation, et de l'importance de ne pas dissocier les enjeux climatiques et les enjeux sociaux, mais plus largement finalement d'essayer de repenser, et c'est le projet d'Alternativa, à travers la mise en avant des expériences alternatives et des résistances, proposer finalement un projet de société alternatif à celui dans lequel nous vivons. Juste rappeler quelques éléments. La COP21 est passée, l'accord de Paris sur le climat a été ratifié par bien des pays à l'échelle planétaire. Et pourtant, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. C'est les dernières données qui ont été publiées il y a 2 jours par une étude réalisée aux Pays-Bas. Enfin, c'est la dernière que j'ai lue, dont j'ai lu les résultats. Et donc, les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale ont encore augmenté en 2016 par rapport à 2015. Ça, c'est le premier élément à avoir en tête. C'est du côté des émissions de gaz à effet de serre, pris globalement, pas simplement lié à l'exploitation des énergies fossiles, mais également à tout ce qui concerne la modification de l'usage des sols. Le deuxième élément à avoir en tête, c'est que les années se succèdent et battent des records de réchauffement climatique les uns après les autres. 2016 a été l'année la plus chaude, une des années les plus chaudes jamais enregistrées. Et nous voyons, si ce n'est une accélération des phénomènes climatiques extrêmes, en tout cas une intensification de leurs effets et de leurs impacts. Et de l'autre côté, quand on prend à minima l'essentiel des pays industrialisés, parce que la question se pose différemment dans bon nombre de pays du Sud, quand on prend nos pays industrialisés, ou nos pays dits développés, ou les pays de l'OCDE, si vous voulez une façon de les nommer moins discutable, le chômage de masse et plus généralement le mal emploi, c'est-à-dire un emploi de mauvaise qualité, un emploi qui ne permet pas de vivre bien, un emploi qui nécessite d'avoir souvent plusieurs emplois pour toute une partie de la population dans bon nombre de pays dits développés, la précarité, la pauvreté, tout cela s'aggrave, s'augmente et en tout cas on est en plein dedans. Et donc du coup, et avec des conséquences politiques majeures, comme on a pu le voir aux États-Unis, je vous renvoie aux résultats électoraux État par État, ou y compris en Europe avec la montée des droites extrêmes et de l'extrême droite, et plus généralement à l'échelle planétaire, ce qui peut s'apparenter à un retour en force de l'ensemble des droites plus que conservatrices dans bien des pays. Et donc du coup, ce qu'on a cherché à faire au lendemain de la COP21 avec une série d'organisations, et Maïke reviendra plus en détail sur le contenu de ce rapport, ça a été de publier un état des lieux de ce qu'on peut raconter aujourd'hui sur les questions sociales et climatiques quand on les croise. Et donc d'essayer, autour de ce travail-là, également de porter un slogan qui était d'affirmer que nous pouvons créer 1 million d'emplois pour le climat à moyen terme en France, et que ceci serait une façon de résoudre ou de travailler la résolution à la fois de la crise climatique et de la crise sociale. Et donc ce rapport, ou cette campagne, puisqu'aujourd'hui on peut parler de campagne, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement toujours en train d'essayer de vendre le rapport tel qu'on l'a rédigé, mais de le mettre en discussion, de le mettre en débat, de voir comment on peut travailler avec le monde syndical, comment on peut travailler au niveau territorial sur ces questions-là, comment on peut travailler y compris avec les campagnes du même type qui peuvent exister dans d'autres pays européens. Et donc ça a été l'objet par exemple de réunions qui ont eu lieu à l'Université des mouvements sociaux qui s'est tenue à Toulouse au mois d'août. Donc on essaye de mener campagne, ce qui n'est pas simple, ce qui n'est pas évident, parce que ça a relativement peu d'écho, et donc on compte sur vous pour le relayer. Et cette campagne, au-delà des préconisations concrètes de ce qu'on a essayé de montrer et de donner à voir, d'essayer de préciser quels sont les outils qui nous permettraient à la fois de créer des emplois de bonne qualité qui soient utiles dans la lutte contre les dérèglements climatiques, c'est de substituer de l'ambition et de la détermination à la morosité générale dans laquelle on peut rapidement être plongé lorsqu'on se confronte à la dureté du réchauffement climatique et de ses conséquences, ou quand on se confronte aux graves conséquences de la crise sociale dans laquelle nous sommes. Et donc du coup, c'est aussi une façon d'essayer de poser durablement dans le débat public cette exigence de mêler le social, le climat, le social et l'environnemental, et de ne pas laisser à penser
que l'un peut être traité sans regarder les autres enjeux. Et dans les deux sens. C'est-à-dire que d'une manière générale, il ne doit plus être possible aujourd'hui de parler, y compris en mal, des ordonnances sur le droit du travail, sans intégrer des dimensions liées à la question écologique, à la question de la transition. Parce que, pour ne donner qu'un seul argument, et je pense que Maïke va largement développer là-dessus, il ne peut y avoir de transition écologique qui embarque un maximum de salariés, d'employés, de gens qui travaillent ou de gens qui sont au chômage, si ça ne conduit pas à plus de sécurité dans l'emploi, plus de sécurité dans les parcours de vie professionnels, plus de sécurité finalement vis-à-vis du futur que l'on veut se construire. Ce qui ne nécessite pas nécessairement d'imaginer un futur où on n'est qu'un seul emploi tout au long de notre vie, mais en tout cas le parcours professionnel doit être sécurisé pour que les gens ne se sentent pas simplement dans l'obligation de défendre le peu qu'ils ont, qu'ils soient salariés d'une centrale nucléaire, salariés d'une centrale à charbon ou simplement mal employés dans une entreprise, une industrie qui est partie liée avec l'exploitation des énergies fossiles. Et de la même manière, il n'est plus envisageable aujourd'hui qu'il y ait une seule parole écologique sur le climat, sur la transition, qui ne tienne pas compte de ces enjeux sociaux, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que si on veut réellement devenir un mouvement climatique massif, qui embarque la société, qui embarque la population, nous avons besoin de parler des choses qui concernent notre quotidien, et le travail en fait encore partie. Même quand on en est privé, puisque quand on en est privé, on a des difficultés à vivre bien dans la société dans laquelle on vit. Pour le dire autrement, et de manière, et c'est pas nous qui l'avons inventé ce slogan, c'est la Confédération syndicale internationale, donc la principale confédération, quasiment l'unique confédération syndicale internationale qui existe, qui a un slogan qui dit qu'il n'y a pas d'emploi sur une planète morte. Et ce slogan, je pense qu'il faut en prendre toute la teneur. Alors, il est nécessairement caricatural, la planète ne sera jamais morte, avant que la planète soit morte, il y a des chances que nous, on n'y soit plus grand-chose sur cette planète-là, mais au moins, ce slogan a le mérite de frapper les consciences, et nous avons plutôt intérêt à l'utiliser. Mais de la même manière, donc réciproquement, c'est en créant massivement des emplois dans la transition que nous pourrons sauver le climat. On peut encore le formuler différemment. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec ce rapport, cette campagne, c'est de dire qu'il est décisif et urgent qu'on se donne les moyens pour qu'il n'y ait plus de chômeurs climatiques. Et ce terme de chômeur climatique, il est à entendre dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de chômeurs supplémentaires du fait de l'aggravation des dérèglements climatiques et des conséquences sur les territoires. Et on voit ce que peuvent donner les conséquences des dérèglements climatiques sur des territoires importants, que ce soit le Texas, la Floride, les îles des Caraïbes ou des choses moins reprises par les médias, mais les inondations en Inde, au Bangladesh, ou encore des sécheresses dans des pays subsahariens. Et de la même manière, il faut que la transition doive se faire avec celles et ceux qui travaillent dans les secteurs concernés par les reconversions industrielles à mener. Et là, on est au cœur quand même d'une problématique relativement forte. Il y a aujourd'hui, alors j'ai pas fait le calcul avant de venir, mais à minima, je pense pas me tromper en disant ça, il y a des dizaines de millions de personnes sur la planète, sans parler de centaines de millions, qui vivent d'emplois qui sont directement liés, de près ou de loin, à l'industrie des énergies fossiles, à l'industrie pétrochimique, ou à l'agriculture, l'agrobusiness, qui, à travers la modification de l'usage des sols, sont aussi générateurs d'émissions de gaz à effet de serre. Et imaginez qu'on puisse construire un mouvement de résolution de la crise climatique simplement en leur renvoyant que leur industrie est à l'origine du réchauffement climatique, sans leur donner des perspectives de transition industrielle, de transition personnelle et professionnelle, sans leur donner des perspectives de transition territoriale, de voir comment on peut vivre mieux dans ce monde de demain auquel on aspire. De mon point de vue, c'est une hérésie totale de pouvoir imaginer qu'on puisse ne pas devoir faire cela. Et donc du coup, c'est la raison et le sens profond de cette campagne-là. C'est pas pour avoir simplement un slogan qui vienne marteler le débat public, mais c'est d'aller travailler dans le dur, d'aller travailler avec les gens qui sont aujourd'hui confrontés à cette question-là. Et qu'on soit capable, nous, dans le mouvement pour la justice climatique, de tenir tous les bouts de la chaîne et de pouvoir dire qu'on veut un désinvestissement massif de l'industrie des énergies fossiles, qu'on ne veut plus des pouvoirs publics qui continuent à investir massivement dans les énergies
fossiles. Un rapport qui a été publié par toute une série d'ONG européennes cette semaine montre qu'à l'échelle européenne, les États européens délivrent plus de 110 milliards d'euros de soutien public à l'industrie des énergies fossiles et que ce montant est de 7 milliards en France. Ces 7 milliards doivent être réduits à zéro. Mais ça, c'est qu'un élément du discours que nous devons tenir. Dans le même temps, il faut qu'on soit en mesure d'expliquer comment on organise la transition industrielle de ces secteurs-là et comment on assure la sécurité professionnelle des gens qui bossent dans ces secteurs. Pour que demain, on n'ait pas une mobilisation comme à Fessenheim, où les mecs de Fessenheim n'ont pas d'autre solution que de se mobiliser pour défendre leur centrale nucléaire, pas nécessairement parce qu'ils sont fondamentalement nucléocrates, il y en a un certain nombre qui le sont certainement, mais peu importe, mais parce que si la centrale ferme à Fessenheim et que la transition professionnelle et la transition industrielle du territoire n'est pas réalisée et n'est pas menée, ben les gens, oui, ils défendent le peu qu'ils ont et le peu qui leur permet de vivre dignement, et en général, effectivement, ça leur permet de vivre relativement dignement. Et donc du coup, le dernier élément que je voudrais amener, c'est d'expliquer que, et de dire, donner quelques exemples, pour qu'on fasse attention également à ne pas tomber dans ce que certains auteurs, je vous passe les références, ont appelé une chimère des synergies, la chimère des synergies, selon lequel c'est formidable, la transition écologique crée des millions d'emplois et on a aujourd'hui plein d'études, y compris des exemples à travers la transition énergétique allemande ou des exemples dans des territoires bien précis où on voit que développer les énergies renouvelables, développer des politiques de sobriété énergétique, d'efficacité énergétique crée globalement plus d'emplois que ça en détruit dans les secteurs concernés par les énergies fossiles. Mais il ne faut pas en rester là. C'est-à-dire que ça, c'est simplement des études, c'est simplement des données, c'est simplement des faits. Et ça ne permet pas de régler toute une série de questions qui sont quand même fondamentales. Et qu'il ne faut pas qu'on en reste à ce discours extrêmement général, parce qu'il y a des éléments extrêmement forts qui conduisent à faire que nos sociétés, notre économie, nos dirigeants politiques continuent à soutenir de manière extrêmement forte les secteurs qui sont à l'origine de la crise climatique. Et parmi ces éléments-là, je vais en citer deux, le système financier international tel qu'il existe est aujourd'hui un profond frein à la transition industrielle dans des secteurs très importants comme le secteur des énergies fossiles. Nous disons et nous implorons, nous exigeons du secteur des énergies fossiles qu'il désinvestisse du secteur ou qu'il laisse les ressources énergétiques actuellement prouvées en cours d'exploitation dans le sol. Mais s'il fait ça, réellement, c'est-à-dire que si demain Total décidait, ok, on a Patrick Pouyanné, là, a vu Alternativa cet après-midi, donc PDG de Total, se pointe dans la réunion et dit « Ah, vous m'avez convaincu, je vais laisser 80% des réserves d'énergie fossile dont Total dispose dans le sol. Je ne les exploiterai pas. » S'il fait ça, demain, c'est un krach boursier à l'échelle de la place financière de Paris. Et Total n'existe plus du jour au lendemain. C'est la liquidation financière de l'entreprise du jour au lendemain parce que sa valorisation boursière est fonction de la capacité de l'entreprise à annoncer qu'elle va exploiter telle quantité de pétrole et de gaz dans les années à venir et qu'elle dispose de ressources suffisantes pour pouvoir exploiter ce même niveau, voire en augmentation, sur 10 à 15 ans. Donc du coup, si nous on s'en tient simplement au discours « laissons les énergies fossiles dans le sol », on ne tient pas compte de cette réalité financière telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et des implications que ça peut avoir sur l'économie réelle. Et donc, nous devons à la fois tenir le discours « oui, vous devez désinvestir des énergies fossiles », mais en même temps, nous devons, collectivement, parce que le climat est un bien commun, parce que notre avenir énergétique est un bien commun que nous devons prendre en charge collectivement, nous devons organiser la transition industrielle dans ce secteur-là et faire que vous ne soyez pas dépendants des marchés financiers pour prendre des décisions qui sont nécessaires en matière de lutte contre les dérèglements climatiques. Et là, je ne rentre pas dans les détails, mais cet enjeu-là, il est majeur, il est décisif. Globalement, c'est extrêmement compliqué de voir quels sont les outils qui sont à notre disposition pour réaliser ce désinvestissement massif sans générer la crise financière ou la crise économique qui va avec si on laisse les marchés fonctionner tels qu'ils fonctionnent. Deuxième élément, et je suis encore plus court et je m'arrête, je suis désolé, je suis très long. C'est bon, ça va, c'est le deuxième élément. Le deuxième élément, c'est de se rendre compte, enfin on vient de le voir là dans le débat public et dans l'actualité française. Nous avons un gouvernement, un président de la République qui
fait un discours et qui le répète au niveau de l'ONU, au niveau international, « Make the planet great again », se positionnant comme l'antithèse de Donald Trump. Et il a une occasion incroyable en ce début mois de septembre de prendre une décision majeure du point de vue de l'exigence climatique. Une décision qui aurait été de dire nous repoussons la mise en entrée en application provisoire du CETA, l'accord entre l'UE et le Canada en matière de commerce et d'investissement. Et nous faisons cela parce que la commission d'experts que nous avons nous-mêmes nommée, et parce que les ONG, parce que tout le monde nous alerte sur le fait que cet accord est antinomique avec la lutte contre les dérèglements climatiques, et parce que donc du coup nous voulons ouvrir un débat. Et le Canada, c'est formidable, nous avons un Premier ministre canadien qui est plutôt ouvert sur les questions climatiques, donc nous allons remettre à plat les règles commerciales. Il ne l'a pas fait. Et il a laissé le CETA entrer en vigueur. Et ceci est extrêmement problématique du point de vue de la lutte contre les dérèglements climatiques parce qu'en plus de faciliter l'importation d'hydrocarbures fossiles extrêmement climaticides du Canada, en plus d'accroître le commerce des biens et services qui génèrent des émissions de gaz à effet de serre à travers le commerce international, en plus de limiter considérablement la possibilité pour les États de développer des politiques de transition énergétique et notamment de développement des énergies renouvelables qui reposent sur les savoirs locaux, sur l'utilisation de la main-d'œuvre locale, et je pourrais vous donner des exemples en ce sens. Ce type d'accord-là est un frein extrêmement fort à la mise en application des alternatives que nous portons ici à travers Alternativa. Il faut savoir que les règles qui organisent par exemple la passation des marchés publics qui viennent de l'OMC, qui ont été conformés et confirmés par l'ensemble des accords de libre-échange depuis des années. Ces accords de passation des marchés publics, par exemple, restreignent extrêmement fortement la capacité que les collectivités territoriales peuvent se donner pour développer de l'agriculture bio et locale dans leur restauration collective. Certaines collectivités ont réussi à le faire avec des passe-passe que je pourrais vous raconter, mais c'est extrêmement compliqué. Donc on a des règles du commerce international qui sont antinomiques avec la mise en application de la transition écologique. Et c'est juste un leurre d'imaginer qu'on peut créer 1 million d'emplois pour le climat sans à un moment donné toucher de près ou de loin à l'organisation de ces règles-là. Et ceci, je le dis, pas pour vous démoraliser, pas pour que vous sortiez de là en étant encore plus défait, fatigué, exaspéré, énervé que quand vous y êtes entré, mais simplement pour pointer quelques-unes des difficultés auxquelles nous sommes confrontés et de la nécessité absolue que nous avons d'être en mesure d'articuler l'ensemble de ces dimensions. Et donc, dans un Alternativa tel que celui-ci, expliquer que ce qui se passe dans le village, ce qui est raconté, ce que les copains vont nous expliquer sur ce qui peut être mis en œuvre en développement des énergies renouvelables et tout ça, c'est absolument essentiel, c'est absolument clé, parce que ça donne à voir le monde de demain, parce que ça érode le système tel qu'il existe aujourd'hui, mais qu'à un moment donné, il faut s'attaquer au cœur du système aussi. Et que ce cœur du système, il fonctionne sur un registre financier, un registre commercial qui sont aujourd'hui antinomiques avec la mise en œuvre de politiques climatiques qui soient à la hauteur des enjeux. Et ceci, pas pour dire que ce qu'ils font, pas pour dire que ce qui existe dans le village des alternatives, c'est inutile, que c'est pas important, c'est absolument clé pour l'avenir, mais que si ça, on veut le développer et qu'on veut que ça devienne majoritaire, à un moment donné, il faut aussi s'attaquer à cela. Et grosso modo, je le traduirai comme cela. Dans une AMAP, il faut qu'on soit capable de dire non au CETA, et quand on se mobilise contre le CETA, c'est pour défendre notre AMAP. Et que ce va-et-vient incessant entre les alternatives locales que nous mettons en œuvre, la transition écologique, la création d'emplois dans des expériences alternatives, et la nécessité de s'attaquer aux règles qui organisent le capitalisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui, ce va-et-vient, il doit être incessant dans notre pratique, dans notre engagement militant et dans la façon de discuter avec les gens avec lesquels nous pouvons être en dialogue sur ces questions-là. Et c'est ça, en fait, l'engagement qu'on doit prendre à travers des initiatives telles que cette Alternativa, c'est tenir tous ces bouts ensemble et essayer de devenir en fait hégémonique dans le discours et dans le débat public sur cette position-là. Et donc en gros, quand Macron choisit le climat, quand Macron choisit le CETA contre le climat, il fait refluer l'ensemble des batailles pour le climat que nous menons à tous les échelons que nous soyons au niveau local, au niveau régional, au niveau international. Merci beaucoup. On ne prend pas les oreilles avec la dette, sans la maîtriser, sans diminuer la dette, rien ne serait possible. Ça, c'est effectivement le discours officiel. Simplement quelques éléments
Après ce rapport-là, à Attac, on a publié un rapport qui dit « Rendez l'argent ». C'est pas le rapport du siècle, il pose plein de questions et il a plein de limites, mais néanmoins, en faisant simplement des additions et des soustractions, on arrive à montrer qu'il serait possible aujourd'hui, en France, sans révolution constitutionnelle, sans révolution tout court, de remettre la main grosso modo sur 200 milliards d'euros. En luttant contre les paradis fiscaux, contre l'évasion et l'optimisation fiscale, qui est le plus gros morceau, mais aussi en supprimant toute une série de niches fiscales ou de facilitations pour toute une série d'acteurs qui financent en fait des politiques qui ne sont pas acceptables aujourd'hui. Et donc on arrive à peu près à 200 milliards d'euros. Alors le chiffre, on l'a voulu rond, c'est comme là quand on dit qu'on veut 1 million d'emplois climatiques. On n'a pas fait un calcul et on n'est pas tombé sur 998 000 et on s'est dit « Ah mince, on n'y est pas ». Non, on a cherché à avoir 1 million à la fin. Donc clairement, les 200 milliards d'euros, c'est un peu la même chose. Ça veut rester un slogan. Mais grosso modo, on sait aujourd'hui comment résoudre, par exemple, le problème du déficit public du budget national. Et s'il n'y a plus de déficit public annuel via la mobilisation de ces ressources financières supplémentaires, la question de la dette n'en est plus une, parce que cette dette va nécessairement décroître au fil des années, décroître en raison notamment de l'inflation résiduelle qui existe. Et le problème de la dette n'est pas le fait que collectivement, en tant qu'État, on doive un certain nombre certaines quantités d'euros, de millions d'euros, de milliards d'euros à des acteurs financiers ou bancaires. Le problème principal de la dette, c'est que ça oblitère une large capacité d'intervention de l'État parce que le poids de la dette et le prix qu'on doit payer pour s'assurer que la dette est financée chaque année est relativement important dans le budget général. Donc simplement en faisant en sorte qu'on récupère par exemple les 60 à 80 milliards d'euros issus de l'optimisation ou de l'évasion fiscale, on récupérerait des montants conséquents qui permettraient de financer des politiques publiques nouvelles et de se sortir de ce carcan qui nous est présenté autour de la dette. Si je ne suis pas clair, vous revenez vers moi tout à l'heure, mais en gros, c'est ça que nous on essaye d'expliquer. Pas pour minimiser le poids de la dette publique dans l'économie française, mais pour le remettre à sa juste place. Après, j'ai une série de questions sur la question du désinvestissement des énergies fossiles et des marchés financiers. Et en gros, on me demande comment on organise le désinvestissement des énergies fossiles sans provoquer un krach financier ou sans donner totalement la main aux multinationales sur les énergies renouvelables. Alors, je vais essayer de donner quelques pistes. Aujourd'hui, on a 3-4 façons d'intervenir sur cette question-là. La première, elle est liée à ce que nous pouvons faire, nous, en tant que mouvement citoyen, c'est d'appeler au désinvestissement des acteurs publics et privés dans les énergies fossiles. Et ces désinvestissements... Non, pas plus. Ce désinvestissement, il peut être relativement progressif. Et il peut avoir des impacts non nuls. C'est-à-dire que la mobilisation pour le désinvestissement des énergies fossiles partie des États-Unis, notamment partie des campus universitaires américains, en tant que résultat financier, on a des basculements de financement relativement importants. C'est-à-dire qu'on est sur des sommes non négligeables en termes de désinvestissement des énergies fossiles. Et plus important que cela, ça montre quel est le problème auquel nous faisons face et quels sont les acteurs aujourd'hui qui financent le déluge plutôt que financer l'espoir, pour reprendre un terme qui a été utilisé par un auteur américain et qui dit que chaque fois qu'on met 1 euro supplémentaire ou qu'on finance un acteur qui est présent dans les énergies fossiles, on finance le déluge plutôt que financer l'espoir, et donc il crée un ratio espoir-déluge pour montrer ce qui est problématique aujourd'hui. Donc le désinvestissement des énergies fossiles, nous pouvons y contribuer en demandant aux acteurs publics et privés de désinvestir. Et par exemple en France, la Caisse des dépôts et consignations, qui est donc l'organe bancaire public important sous la responsabilité du Parlement français, en tout cas sous surveillance du Parlement français, de l'Assemblée nationale, devrait désinvestir massivement de ce secteur-là, et il ne l'a toujours pas fait. Notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, notre camarade Fabius, à la fin des années 90,
parce que tout le monde pensait que l'avenir du système des retraites passait par un système de capitalisation, avait développé une petite part de capitalisation pour financer le système des retraites qui existe dans notre pays, avec un fonds dédié qui est le fonds de réserve sur les retraites. Ce fonds continue d'investir massivement dans le secteur des énergies fossiles. Si demain l'État et le Parlement décidaient de désinvestir, ce ne serait pas un problème. On ne générerait pas un krach boursier du jour au lendemain par ce simple désinvestissement-là. Et il serait assez normal que la Caisse des dépôts et consignations, aujourd'hui, désinvestisse de ce secteur simplement par la mise en application des grands engagements généraux qui ont été pris dans le cadre de la COP21, de l'accord de Paris, de Make the Planet Great Again, de tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est la partie des investissements et qui nous permet par ailleurs de financer éventuellement toutes les alternatives dont on parle tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui a été évoqué par Olivier, la masse d'épargne dont disposent les Français, si simplement une part, même limitée, bascule de l'épargne classique sur des épargnes solidaires pour la transition écologique, la transition énergétique, même le green business, ça aura des effets non négligeables sur la réalité des financements disponibles. En France, l'économie française, quand elle déverse les salaires que nous touchons, directement ou indirectement, donc y compris le chômage ou les aides sociales, quelles qu'elles soient, grosso modo, à l'échelle française, on en épargne 14%. Si une part importante de ces 14% ne vont plus simplement sur de l'épargne, par exemple en assurance vie, mais vont basculer sur de l'épargne solidaire ou de l'épargne pour la transition écologique, on aura des moyens de financer via Terre de Liens, via énergie partagée et via plein d'autres dispositifs, des politiques beaucoup plus intéressantes. Donc ça, c'est la partie des investissements. La deuxième partie, c'est toute une série d'acteurs économiques et financiers qui sont intervenus sur cette question-là en disant on a un sérieux problème, il faut rendre soutenable le système financier tel qu'il existe. Et donc ils ont toute une série, donc c'est notamment une structure dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Carbon Tracker, enfin bon, peu importe, et qui disent que à travers des nouveaux types de régulation financière, on doit pouvoir s'assurer que le système financier respecte l'objectif des 2 degrés. Ces régulations financières, elles sont relativement limitées dans leur ambition, mais elles ne sont pas négligeables. Et elles auraient un intérêt, c'est de remettre dans le débat public la nécessité de réguler la finance au nom de l'exigence climatique. Et ça, c'est intéressant parce que dans la façon de réfléchir aujourd'hui, c'est ne surtout pas intervenir dans le domaine financier, dans le domaine commercial, au nom du réchauffement climatique ou au nom d'impératifs supérieurs. Donc tout ce qui contribue à poser cette exigence de régulation au nom du climat nous fait avancer dans ce débat-là. Le troisième élément, c'est un élément plus général sur en fait, le démantèlement du pouvoir financier tel qu'il existe. On pourrait très bien demain, alors ça c'était le quatrième, bon c'est le troisième, on pourrait très bien demain avoir des politiques de régulation de l'État qui contribuent à ce que les acteurs qui interviennent sur le secteur des énergies fossiles n'aient pas les mêmes facilités et les mêmes incitations à continuer d'investir dans le secteur. Et là, on a toute une série de régulations extrêmement fortes, voire d'interdictions, qui pourraient être mises en œuvre pour éviter et organiser cette transition pas à pas. Et le quatrième élément, et je vais faire le lien avec la loi, par exemple, de Nicolas Hulot là, sur les hydrocarbures, c'est qu'à partir du moment où on commence à dire qu'il faut laisser 80% des énergies fossiles dans le sol, que ça on l'inscrit dans la loi, qu'on le transcrit de manière un peu plus précise que c'est dans la loi aujourd'hui. C'est-à-dire que par exemple il ne faut plus investir un seul euro dans les infrastructures liées aux énergies fossiles. On a là un vecteur de définanciarisation du secteur et de désinvestissement du secteur qui est énorme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'échelle européenne, via la Commission européenne et via les États européens, on est en train d'investir des centaines de millions d'euros, voire des dizaines de milliards d'euros dans la construction de nouvelles infrastructures gazières partout aux 4 coins de l'Union européenne. Et ces infrastructures gazières, d'un simple point de vue physique, c'est-à-dire de la nécessité d'avoir les infrastructures qui permettent simplement aujourd'hui d'amener le gaz qui doit être consommé en Europe tel qu'il est aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Ces infrastructures gazières, elles sont surnuméraires. C'est de la surcapacité qui est en cours de construction. Et on construit des gazoducs de ce type partout
en Europe, on construit des ports méthaniers partout en Europe, on construit des infrastructures de connexion entre les différents pays partout en Europe. Et ça, on le fait pourquoi? Notamment parce que l'enjeu derrière, c'est de créer un marché financier du gaz qui n'existe pas aujourd'hui. Jusqu'à il y a très peu, pour vendre ou acheter du gaz dans la majeure partie des pays européens, il fallait être propriétaire d'un pipeline, d'un gazoduc. Donc en gros, il n'y avait que Engie, Eni et les acteurs traditionnels du gaz qui faisaient du commerce sur le gaz. Donc simplement les distributeurs et les producteurs de gaz naturel. Il se trouve qu'en construisant ces infrastructures surnuméraires, on va pouvoir créer un marché financier du gaz à l'échelle européenne, donc un marché spot, où on pourra échanger du gaz en version papier à toutes les secondes de la journée. Et ceci nécessite d'avoir des capacités surnuméraires pour pouvoir s'assurer que ce gaz puisse bien transiter à travers toute l'Europe, dans n'importe quel sens, en montant ou en descendant, ou en est-ouest ou ouest-est. Et ceci est une bataille clé de ces 2 années-là, c'est de s'opposer à la construction de ces infrastructures-là, y compris dans une perspective de définanciarisation du secteur. Si demain ils arrivent à financiariser complètement le marché du gaz à l'échelle européenne, on aura une très grande difficulté à réduire la consommation de gaz en Europe, parce qu'elle dépendra plus simplement des politiques publiques, mais elle dépendra des marchés financiers. Et donc là, on a une connexion réelle entre le physique et le financier qui doit nous interpeller et sur lequel on doit travailler et sur lequel on doit être plus impactant en termes de mobilisation concrète. Et un des enjeux, par exemple, en France, c'est la connexion à travers le gazoduc qui s'appelle MidCat entre l'Espagne et le sud de la France qu'ils veulent développer et sur lequel on est en train d'essayer de construire une mobilisation pour s'y opposer. Parce que ce gazoduc-là n'a aucune réalité physique, aucune justification physique dans la transmission du gaz. Par contre, ils ont besoin pour ce marché financier de connecter les lieux de conservation et de stockage du gaz qui existent en Espagne avec le marché nord-européen. Je n'ai pas fini toutes les questions et j'étais trop long. Alors, on est où? Il y a beaucoup d'autres questions. Il y a 2 petites questions qui sont arrivées, petites ou grosses. Juste si tu veux, un truc, ça va vous faire rire, et on va sortir du secteur financier. On me demande, pouvez-vous développer le sujet de la réglementation de la passation des marchés publics? Et vous allez me dire, c'est pas drôle du tout ton truc. Alors, mais globalement, donc les accords de l'OMC en 1994 ont contraint de manière extrêmement forte la passation des marchés publics. Et le marché public, c'est un enjeu majeur. Ça concerne une part très conséquente du PIB en pourcentage chaque année, notamment dans un pays comme la France où on a des collectivités territoriales et l'État qui passent énormément de marchés publics. Tout doit maintenant passer par ces marchés publics-là. Et il se trouve que dans la construction des contraintes liées à la passation au marché public à travers ces règles de l'OMC qui ont été traduites dans des directives européennes, par exemple, il est extrêmement difficile pour une collectivité territoriale de faire de la restauration collective qui soit principalement basée sur du bio et du local. Parce que quand vous incluez dans la passation de marché public un critère, par exemple, de localisation, de localité, c'est-à-dire vous exigez que l'approvisionnement soit principalement local. En faisant cela, vous contrevenez aux règles classiques du commerce international, puisque vous privilégiez des acteurs locaux au détriment des multinationales. En gros, pour la restauration collective, plutôt que de privilégier je ne sais quelle boîte du coin, en faisant cela, vous rendez plus difficile la capacité de reste, par exemple, à candidater sur le marché public. Certaines collectivités territoriales ont réussi et réussissent encore à utiliser la marge de manœuvre qui existe pour continuer à essayer de faire passer du bio ou du local. Par exemple, la ville de Saint-Étienne l'a fait, la ville de Grenoble est en train d'essayer de le faire, et en utilisant des subterfuges parfois qui sont assez marrants, mais qui sont extrêmement difficiles pour d'autres collectivités territoriales. Par exemple, un élu de Grenoble me racontait au mois de mars ou avril dernier, quand on bataillait sur le CETA, qu'ils allaient développer, faire une passation de marché public, notamment sur le yaourt, en exigeant non pas qu'il soit local, mais que les enfants qui vont manger le yaourt puissent visiter l'entreprise. Ce qui nécessite obligatoirement le fait que l'entreprise soit locale et que ce ne soit pas l'entreprise de Normandie qui vienne répondre plutôt que l'entreprise qui est logée à côté de Grenoble. Mais vous voyez bien le caractère complètement débile dans lequel on est. Parce qu'effectivement, le yaourt, à partir du moment où il y a de la production de lait, de vache, de chèvre ou de brebis, ce que vous voulez, et que vous avez un producteur de yaourt à proximité de Grenoble ou de Marseille ou de Toulouse ou de je ne sais quoi, Marseille peut-être pas, mais parce qu'il n'y a pas de lait, c'est complètement débile d'aller acheter du yaourt en Normandie. Mais donc du coup, pour le faire,
dans le cadre du marché public tel qu'il existait, la seule option qu'ils ont trouvée, c'est celle-là, c'est que les enfants puissent visiter l'entreprise. Ouais, ce serait quand même bien de pouvoir transformer les règles qui organisent le commerce et la passation des marchés publics pour s'assurer qu'on puisse s'approvisionner localement. Et sur les questions énergétiques, il y a des questions relativement similaires qui se posent, encore plus compliquées, parce que EDF, parce que la centralité de pouvoir, tout ça. Mais donc, du coup, on a là des règles liées à l'organisation des marchés publics, à des règles commerciales internationales qui sont fixées par l'OMC, des accords bilatéraux et régionaux, qui sont antinomiques avec la transition énergétique. Et donc, du coup, demandons à nos collectivités territoriales d'utiliser des subterfuges qu'ils trouveront pour faire du bio et du local dans la restauration collective, mais en leur disant, en faisant cela, démontrer le fait que les règles qui encadrent la passation des marchés publics sont aujourd'hui antinomiques avec les objectifs que vous recherchez. Et donc du coup, il faut que Grenoble, en faisant cela, ils disent en même temps, ceci est contraire, nous le faisons et nous voudrions que l'Union européenne revoie les politiques de passation de marchés publics. Voilà, bon, Grenoble le fait à peu près là-dessus.